Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui au programme Action Cœur de Ville. Cet événement est organisé avec notre partenaire, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Établissement public placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Je suis Julien Prévoto, responsable des collections éditoriales et des solutions médias pour les éditions VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Au cours de cette webconférence dès maintenant, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir à droite de votre écran dans l'interface GoToWebinar. Nous tenterons d'y répondre pendant notre session de questions-réponses de 10-15 minutes en seconde partie de cette conférence. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne dans les prochains jours. Vous pourrez donc visionner à nouveau cette conférence. Le programme Action Cœur de Ville, c'est un programme national élaboré en concertation avec l'Association Ville-de-France, des élus locaux, les acteurs économiques des territoires, visant à améliorer le dynamisme économique et les conditions de vie dans les villes moyennes. Lancé en mars 2018, le programme se traduit par une convention de revitalisation sur 5 ans, basée entre l'État et 222 villes moyennes sur l'ensemble du territoire pour redynamiser leur centre-ville. Pour assurer cette revitalisation, chaque convention repose sur 5 axes que nous serons amenés à développer. Aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards d'euros mobilisés sur 5 ans et des centaines de projets envisagés, dont certains, nous le verrons, sont prêts à être déployés ou commencent leur mise en œuvre. Les villes moyennes sont un vecteur essentiel de développement des territoires. Elles concentrent un quart de la population et de l'emploi. On a beaucoup parlé ces dernières années de revitalisation des centres-villes. On a vu des métiers se développer, se généraliser, comme les managers commerce. Il faut en effet bien saisir qu'il s'agit là d'une problématique essentielle du développement des territoires, voire parfois pour certains de leur survie, puisque ces villes moyennes sont souvent à la fois le cœur et le poumon d'un bassin de vie, la pierre angulaire d'un projet de territoire. Enfin, ce sujet, dans le contexte politique, économique et social qui est le nôtre ces derniers mois, prend une résonance toute particulière et représente un enjeu encore plus important. Alors, en quoi consiste précisément ce dispositif? Quelles en sont les traductions au niveau local? Quelle est la place du CEREMA dans ces actions? Comment s'articulent les différents acteurs? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Arthur Courty. Vous êtes chargé de mission réseau, innovation et acteurs économiques dans le cadre du plan Action Cœur de Ville au CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Patrice Morandas, chef de projet Action Cœur de Ville au CEREMA. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, évidemment, revenons sur le programme Action Cœur de Ville. Qu'en est-il, Monsieur Courty, du CGET donc, je vous passe la parole sur la définition de ce programme en tant que tel. Merci beaucoup. Donc, l'objet de mon intervention sera vraiment de présenter dans les grandes lignes ce programme pour que tout le monde puisse avoir une idée de ce pourquoi il a été fait, vers qui il est destiné, à quoi il sert, bien entendu. Donc, prochaine slide, merci. Alors, quelques chiffres tout d'abord pour présenter le programme Action Cœur de Ville. Donc, le programme Action Cœur de Ville, c'est 222 villes sélectionnées sur toute la France. Il n'y a pas une région qui est oubliée. Territoire d'outre-mer, Corse, France métropolitaine, Île-de-France aussi. Ce programme, quand on a sélectionné les villes, on a décidé de sélectionner des villes moyennes dans un delta qui va de 8 000 à 150 000 habitants, la plus grande étant Limoges. En revanche, la moyenne est plutôt dans le delta 8-25 000 habitants. Ces villes, en fait, elles ont toutes une particularité, c'est qu'elles représentent à elles seules un bassin de vie, un centre de polarité pour leur territoire, et elles constituent un lieu autour duquel le territoire va se structurer. C'est quelque chose qui est très important.
L'idée, ce n'était pas forcément de prendre de la périphérie de métropole, mais vraiment des villes qui agissent en tant que centralité. Et parmi ces 222 villes, il y a des villes qui sont en difficulté, mais aussi des villes qui vont bien. L'objectif du programme Action Cœur de Ville n'est pas uniquement d'aller aider les villes qui vont mal, mais vraiment d'accompagner l'ensemble des villes moyennes, quelle que soit leur situation économique, démographique, sociale, à se développer pour occuper ce rôle territorial très important qui est le leur, qui est celui du cœur du bassin de vie. Donc, ces 222 villes sont accompagnées durant 5 ans à hauteur de 5 milliards d'euros. Alors, les financements pourront être débloqués sur plusieurs années, mais l'initiation des projets dure 5 ans et chaque projet cœur de ville doit débuter dans les 5 années de la convention, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et ces 5 milliards d'euros ne sont pas répartis de manière équitable entre les 222 villes, mais sont véritablement partagés en fonction de chaque projet. Il y a des villes qui ont peut-être besoin davantage d'argent, d'autres moins d'argent, des villes qui s'appuieront davantage sur des compétences d'expertise technique, d'autres du financement de projets en dur. Et c'est vraiment pour répondre à cette pluralité de besoins que nous avons décidé de ne pas allouer ce budget et le couper mécaniquement entre les différentes villes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les actions qui remontent des territoires et qui sont conventionnées, nous comptons environ 4000 actions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, 4000 actions sont sur les rails. Certaines se feront, d'autres ne se feront peut-être jamais. De nouvelles viendront s'ajouter à ces actions. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'échelle du programme. 4000 actions réparties sur tout le territoire qui vont du logement jusqu'à la question de la mobilité. Et c'est vraiment assez important pour nous qu'elle touche l'intégralité des secteurs urbains. Et enfin, 3 partenaires financiers et 7 ministères impliqués. C'est pour véritablement montrer l'implication de l'État ainsi que des partenaires institutionnels à l'État dans cette problématique des villes moyennes. Les 3 partenaires financiers que sont l'ANA, Action Logement et la Caisse des dépôts, les 7 ministères impliqués qui débloquent aussi des financements, qui débloquent de l'ingénierie, des moyens humains. C'est véritablement la volonté politique commune, au-delà des guerres de chapelle, au-delà de chaque compétence ministérielle ou de chaque compétence de telle ou telle institution partenaire. L'idée, c'est vraiment de se regrouper tous ensemble pour œuvrer à résoudre cette question et cette problématique de la redynamisation des cœurs de ville. Donc, alors, la notion de programme partenarial que je viens d'évoquer est très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle permet justement d'expliquer à quel point est-ce qu'il y a un niveau d'engagement de la part de l'État et des partenaires, mais aussi de comprendre un peu les mécanismes de financement qui derrière vont plus ou moins guider les logiques d'investissement et de construction des projets à l'échelle locale. Donc, il y a le programme Action Cœur de Ville se structure autour de conventions. Ces conventions, chaque ville en signe une, donc 222 conventions cadres qui ont déjà été signées. Ces conventions regroupent obligatoirement comme signataire l'État, la ville concernée, le PCI, parce qu'on porte vraiment cette notion de projet de territoire et non pas de projet d'une ville-centre, parce qu'on croit que si la ville-centre ne communique pas avec son environnement, eh bien, ce programme ne sert à rien. Donc, il faut aussi intégrer l'intercommunalité. Certaines conventions ont intégré aussi la région. Des partenaires locaux, alors ça peut être des partenaires type Chambre du commerce et de l'industrie, ça peut être des partenaires économiques, associatifs. Donc ça, c'est la convention cadre à l'échelle locale. Et dans chacune des conventions cadres, bien entendu, il y a une obligation, pour le coup, c'est le minimum, que les partenaires financiers nationaux du projet soient associés. Donc Action Logement, l'Agence nationale pour l'habitat, l'ANA, la Caisse des dépôts via sa filiale Banque des territoires qui est spécialiste dans le financement de projets territoriaux, et l'État via le préfet ou son représentant. Donc, ça fait des conventions qui vont à minima de 4 partenaires, plus le PCI et la collectivité, donc 6 signataires, jusqu'à des conventions qui peuvent avoir 10, 15 signataires en fonction du niveau d'application des acteurs territoriaux dans ces conventions. Donc, le programme Action Cœur de Ville porte des projets. On a voulu que ces projets soient structurés autour de 5 axes. Ces 5 axes permettent de donner de la lisibilité et de donner une colonne vertébrale au programme. Donc, le premier, c'est réhabilitation, restructuration de l'habitat en centre-ville. C'est un sujet assez central parce qu'aujourd'hui,
il y a un besoin évident en matière de réhabilitation en cœur de ville. Par exemple, la question des curetages en cœur d'îlot pour les villes moyennes, très denses, avec des cœurs historiques anciens très présents. C'est une problématique qui est revenue assez régulièrement, et donc c'est des problématiques très présentes en fait au quotidien dans la vie de ces villes moyennes. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu mettre l'habitat en centre-ville comme étant un axe majeur. Et j'irais même plus loin en disant que faire revenir des habitants en centre-ville, c'est aussi l'objectif premier de ce programme pour justement éviter l'étalement urbain et toutes les conséquences que l'on connaît. Ensuite, le deuxième axe, c'est le développement économique et commercial équilibré. Le développement économique et commercial équilibré répond à un double objectif. Le premier objectif, c'est de redonner de la vie au cœur de ville en réimplantant des commerces et en faisant que nos cœurs de ville ne se vident pas et n'aient pas ces rangées de boutiques fermées. Et le deuxième objectif, c'est de créer un environnement économique dans les cœurs de ville qui soit sain et dynamique afin de permettre aussi l'installation de nouvelles entreprises. Donc ce développement économique et commercial passe effectivement beaucoup par la question de la revitalisation commerciale. Nous avons énormément de partenariats avec des instances représentatives et nous dialoguons en permanence et en continuité avec les différents pôles commerçants pour justement voir un peu comment aider ça et comment accompagner la réinstallation des commerces en cœur de ville dans leur diversité, à savoir accompagner aussi bien l'installation de franchisés que d'indépendants, travailler sur des applications mobiles pour faciliter le commerce en cœur de ville. Bref, c'est vraiment une approche globale qu'on essaye d'avoir sur les questions commerciales et de manière plus générale sur les questions de développement économique, bien entendu. Nous sommes aussi très présents via la question des emplois de services dans les centres-villes et autres. Ensuite, le troisième axe, c'est l'axe mobilité et connexion. Mobilité et connexion, c'est un axe qui est apparu un peu naturellement dans la mesure où on se rend compte que l'évolution de l'urbanisme en France a fait qu'il y a eu souvent des structurations des centres-villes autour de la voiture et que ce n'est plus forcément à la fois une attente de nos concitoyens, mais aussi ce n'est plus forcément optimal parce que ça crée des bouchons, de la pollution, les places de parking, c'est très difficile à gérer. Et du coup, on a vraiment voulu mettre un axe là-dessus pour inciter les collectivités, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, énormément de projets portent là-dessus, à penser une mobilité, une connexion et une accessibilité du centre-ville un peu différente. Voilà. Par exemple, repenser le quartier de la gare, penser à la question des places de stationnement, les grands axes pénétrants dans les villes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît très régulièrement dans les conventions. Et nous, on se réjouit de cela. C'est de voir ces nouvelles expérimentations de mobilité. Et ça va vraiment de tout, hein. Ça peut aller de la requalification de boulevards jusqu'à des villes, par exemple, expérimentent des navettes autonomes entre un parking d'entrée de ville et le centre-ville commerçant. Donc vraiment, on est assez content de cette prise en main par les collectivités de la question de la mobilité, connexion et l'accessibilité en centre-ville. Ensuite, le quatrième axe, c'est la mise en valeur de l'espace public et du patrimoine. Cet axe-là, il nous tenait à cœur parce que nos centres-villes, on oublie, mais c'est beau. C'est beau. C'est souvent des espaces patrimoniaux avec des belles églises, de belles mairies, des belles avenues, des bâtiments qui ont un intérêt architectural, avec des parcs, des jardins, et c'est un endroit où il fait bon vivre aussi. Et nous, dans notre objectif, quand on parle d'espace public et patrimoine, l'idée, c'est justement de ne pas faire que les gens aillent juste en centre-ville pour acheter leur baguette et rentrer chez eux. C'est aussi un endroit où il doit faire bon et il doit être agréable de passer du temps en cœur de ville. Et c'est pour nous tout l'intérêt de mettre en valeur l'espace public et le patrimoine. Et concrètement, ça se matérialise par l'ouverture de nouveaux parcs, la réfection de façades, la mise en valeur de patrimoine abandonné. Il y a des très beaux exemples, par exemple, de collectivités qui ont rénové des anciennes halles, des anciens marchés qui étaient très vétustes et abandonnés. Eh bien, avec le programme Action Cœur de Ville, elles ont décidé, c'était des projets au long cours, mais Cœur de Ville a apporté aussi un peu son aide, de rénover cette hall et ce marché pour permettre justement de recréer un espace de centralité en centre-ville autour de cette notion de patrimoine. Et enfin, l'accès aux équipements et aux services publics, parce que là où on veut avoir de la vie, il faut qu'il y ait des services publics et des services au public au sens large du terme, pas uniquement des services administratifs, hein, mais ça peut être de l'enseignement supérieur, ça peut être, ça doit être
tout un tas de services au public qui sont demandés aujourd'hui par les citoyens, et à raison d'ailleurs, à juste titre. L'accès à la culture, l'accès au théâtre, l'accès à l'enseignement supérieur, c'est des choses qui ne doivent pas être abandonnées par les centres-villes, et donc c'est pour ça qu'on en a fait un axe. Voilà un petit peu la colonne vertébrale du programme, et je conclurai cette partie sur les axes juste en parlant de 2 axes transversaux que nous n'avons pas voulu citer expressément comme étant des axes du programme parce que pour nous, ils touchent l'ensemble de ces problématiques. C'est à la fois le numérique, donc pour nous, le numérique doit être présent partout et de manière transversale sur les projets portés par les collectivités. Et enfin, c'est la question bien entendu écologique, et je pense que vous l'aviez deviné, où chacun des projets et les comités régionaux d'engagement, j'expliquerai un petit peu la comitologie du programme par la suite, qui débloquent les budgets, sont très attentifs à l'impact environnemental et à la dimension verte des programmes menés. Et ça concerne aussi bien la question de la mobilité que la question du patrimoine, que la question de l'habitat en cœur de ville. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait un axe en soi, mais on en a fait un axe transversal qui est pris en compte par les porteurs de projets. Donc, là-dessus, on en arrive un petit peu à la gouvernance du programme. Le programme Action Cœur de Ville, c'est un programme qui est décentralisé et déconcentré. Et c'est quelque chose de très important. Je travaille à la coordination nationale du programme au CGET, ministère de la Cohésion des Territoires. Ce n'est pas moi qui vais décider, ce n'est pas nous, notre équipe au ministère, qui allons décider des projets des territoires. Non. Ces projets sont issus des mairies, sont issus des porteurs de projets locaux et ils sont validés dans les comités de projet. Et ces comités de projet, en fait, c'est tout simplement des comités qui réunissent les signataires des conventions. Alors, ça peut aller à minima, comme je vous l'ai dit, des 6 signataires de base, EPCI, mairie, partenaires financeurs et État, jusqu'à 10, 15 partenaires. Et l'idée, c'est que ces comités de projet, qui sont des véritables leviers de gouvernance locale, présidés par le maire de la ville, Action Cœur de Ville, décident d'inscrire ou pas les projets dans les conventions cadres. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ce comité de projet qui va regrouper les porteurs locaux, les partenaires financeurs, présidés par le maire, c'est eux finalement qui sont véritablement le levier d'Action Cœur de Ville et qui en sont le cœur battant. Et on incite vraiment l'ensemble des experts, des professionnels des collectivités, des élus et des maires, bien entendu, à mobiliser ces comités de projet de manière assez régulière, idéalement 1 fois par trimestre, 1 fois par semestre, pour que en permanence le programme continue à vivre dans leur territoire. C'est vraiment pour nous le levier principal du programme Action Cœur de Ville de manière opérationnelle et au quotidien. Ce sont ces comités de projet et c'est pour nous très important. Et après, une fois que ces projets ont été intégrés dans les conventions lors de ces fameux comités de projet, dans les conventions cadres, alors des nouveaux projets peuvent être intégrés au quotidien au fur et à mesure de la durée de vie du plan par voie d'avenant. Vraiment, les conventions cadres qui ont été signées, ce sont des conventions cadres qui posent un diagnostic territorial, qui posent des grands axes au niveau de la collectivité, mais qui ont vocation à être enrichies, ces conventions. Et donc, à chaque comité de projet, les nouveaux projets cœur de ville qui sont validés par les partenaires sont intégrés à la convention cadre par voie d'avenant. Et après, il y a un comité régional d'engagement qui, sous l'égide du préfet et des partenaires financeurs, va débloquer les fonds ou pas. En sachant qu'une fois que ces projets sont validés par les comités de projet et dans la mesure où les partenaires financeurs ont un œil sur ces comités de projet, souvent, au niveau des comités régionaux d'engagement, ça ne pose pas vraiment de soucis. Ensuite, qui sont présents, M. Courtier, dans ces comités de projet? Quel type d'acteurs on retrouve dans ces comités? Alors, ces comités de projet, c'est les signataires des conventions qui sont dans ces comités de projet. Donc, ils sont présidés par le maire, donc le maire de la ville, cœur de ville, et les partenaires, donc les différents signataires de la convention, donc à minimum les partenaires financeurs, un représentant de l'État. Et par exemple, si certaines collectivités ont intégré à leur démarche cœur de ville la CCI, ont intégré à leur démarche cœur de ville la Chambre de l'artisanat, et donc c'est les représentants de ces différents organes qui siègent. Mais c'est vraiment les partenaires locaux de la convention, donc les partenaires locaux qui ont signé cette convention cœur de ville, qui siègent dans les comités de projet, présidés par le maire, et c'est quelque chose de très important pour nous, et c'est ce comité de projet qui vient décider ensuite des projets portés par Action Cœur de Ville. Et après, nous, en tout cas, à l'échelle nationale, on n'a aucun regard sur les projets, on ne juge pas de l'opportunité, en tout cas, de tel ou tel projet.
on peut avoir un avis personnel, mais ce n'est pas nous qui allons juger de l'opportunité de ces derniers. Très bien, merci Monsieur Courty pour ce cadrage. On voit d'un projet global, multi-axé sur diverses thématiques. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont très liées à ce qu'on appelle la Smart Cities, qui sont très globales également. Et ce qui est très important, c'est que c'est une verticalité qui n'est pas seulement descendante, il y a un vrai projet d'action locale et aussi décider d'impliquer les acteurs locaux. Au niveau de ces villes moyennes, alors je me tourne vers vous, Monsieur Morandas, on va aussi rappeler quels sont les enjeux pour ces villes qui sont à l'origine aussi. Ce besoin est à l'origine de la mise en place de ce programme. Oui, effectivement, le programme n'est pas venu par hasard. Ça repose sur un certain nombre de constats depuis ces dernières années et ça suppose de donner quelques petites données de cadrage, même si en demandant par avance aux auditeurs qui considéraient ça comme des évidences de nous en excuser, mais c'est pas mal quand même de temps en temps de se rappeler les évidences pour savoir d'où on part. Pour ce qui est des villes moyennes, il n'y a pas de définition statistique ou juridique unique, mais on a pour habitude de considérer que c'est de 15 à 20 000 habitants pour la fourchette basse jusqu'à 80 et plutôt 100 000. On a vu, Arthur Courty l'a dit, que dans le programme, on va même plus large, c'est de 8 000 à 150, mais bon, on est plutôt sur une fourchette de 15 à 100 000. Et cette fourchette-là, avec la population des EPCI, ça représente en gros un quart de la population française, hein, un petit peu moins du quart de la population et un peu plus du quart des emplois. C'est donc quelque chose de tout à fait important numériquement et puis en maillage du territoire. Là encore, ça a été dit. Ces villes de 20 à 100 000 habitants avaient fait l'objet d'une étude à l'époque, la Fédération des villes moyennes, des maires des villes moyennes, aujourd'hui Ville-de-France, l'avait commandé à l'INSEE au début des années 2010 et avait établi que c'était de l'ordre de 13 millions d'habitants avec l'aire urbaine, c'est-à-dire un cinquième de la population, mais surtout qui était quelque chose d'assez stable, mais surtout l'évolution avait montré qu'au sein de ces aires urbaines, la part prise par la ville-centre diminuait constamment, était passée de quasi 50 à plutôt 40%. Puisqu'on sait bien que pendant les années 60 à 2000, l'urbanisation s'est surtout faite en première puis en deuxième couronne de ces villes. Outre leur poids démographique et économique, elles jouent une fonction importante sur le territoire, puisqu'elles représentent par exemple un tiers des établissements de santé, mais aussi en termes d'enjeux, un tiers des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Hein. C'est bien pour dire qu'on est sur des enjeux urbains aussi pour une large part dans ces villes. Et effectivement, on s'intéresse, là encore, c'était dit, à celles qui rayonnent sur un bassin. Il ne s'agit pas de traiter une ville de 40 000 habitants qui serait en première couronne d'une métropole et dont la situation est relativement différente. Il est apparu assez vite que sur ces villes, il y avait un certain nombre de statistiques relativement inquiétantes et notamment des taux qui étaient plutôt négatifs par rapport à la moyenne nationale. C'est le cas pour le chômage qui est supérieur à la moyenne dans 82% de ces villes. C'est le cas du taux de pauvreté, c'est-à-dire des personnes, des foyers étant à moins de 60% du revenu médian, puisqu'on est là sensiblement au-dessus de la moyenne nationale, près de 18% contre 14,5%. Et puis aussi de la vacance des logements, plus de 25% supérieur à ce qu'elle est en moyenne nationale, hein, parce qu'on est au-dessus de 8%. Et pour la vacance des commerces, là, on ne raisonne pas sur des taux comparés parce que ça n'a pas toujours de sens sur les strates. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que cette vacance des commerces est supérieure à 10% dans la moitié des villes moyennes et seulement dans un quart des grandes villes, ce qui montre bien l'écart de situation. Et effectivement, ces chiffres ont fini par être ressentis non seulement dans les statistiques, mais à travers des symptômes inquiétants qui étaient une diminution de la population de ces villes, une diminution également de l'occupation des commerces, hein, avec donc une croissance de la vacance de plus en plus visible. Et à cette tendance de fond entamée depuis pas mal de temps, s'est ajoutée plus récemment une réduction, y compris des activités tertiaires et de services, qui pendant longtemps avaient un peu masqué la disparition des commerces traditionnels en occupant les pas de porte à travers des activités de banque, d'assurance
voire pour l'artisanat, de salons de coiffure ou de beauté. Et quand même ces activités, en tout cas, ne sont plus en croissance, voire se retirent, mais du coup, le constat saute aux yeux. Autant la vacance des logements est parfois plus difficile à percevoir, autant celle des commerces, quand on se promène en ville, saute aux yeux. Et malheureusement, avec parfois des rues où on compte un nombre important de vitrines vides, de pas de portes à céder, etc. Et où la rotation, même courte, ne suffit plus à masquer ce problème. Tout cela a donné une prise de conscience assez douloureuse, effectivement, qui en revanche peinait à se traduire par des corrections rapides, ne serait-ce que parce qu'on a plutôt une habitude de travail, et sans que ce soit un jugement de valeur pour qui que ce soit, c'était assez naturel, cloisonné, non coordonné. C'est vrai aussi bien entre, on va dire, les thématiques, puisqu'on a en général dans les villes des élus, des services, des partenaires ou des prestataires dédiés à un domaine d'action, le commerce, le logement, le développement économique autre, l'urbanisme, la culture, et qu'il faut toute une démarche pour les faire travailler de façon complètement imbriquée. C'est vrai aussi aux échelles entre les territoires, entre les institutions, puisque bien évidemment, il faut traiter toutes les échelles, celle de la ville, celle de l'intercommunalité, et même si depuis quelques années, il y a eu des transferts de compétences importants des villes vers les structures intercommunales, ça ne donne pas lieu encore à une coordination très facile. Ça s'est notamment vu, y compris dans le domaine de la planification et de l'urbanisme, puisque bien souvent, les plans locaux d'urbanisme étaient gérés jusqu'à présent à l'échelle communale, et on a beau faire tous les efforts qu'on veut pour le commerce en centre-ville, si par ailleurs il y a des créations faciles de surfaces commerciales en périphérie, cela ruine assez vite les efforts qu'on peut entreprendre sur le centre. Et puis il y avait aussi des questions de temporalité, parce que la planification, l'urbanisme gère le temps long. À côté de ça, on avait parfois une gestion de crise de court terme, sans parler même parfois des accélérations ou dues aux échéances électorales, et du coup, tout cela donnait difficilement une action coordonnée et donc efficace. Alors quand même, au cours des dernières années, en prémisse à ce plan Action Cœur de Ville, on a vu apparaître des initiatives, des réseaux qui allaient dans le bon sens, des villes pionnières qui, avec l'appui de la Caisse des dépôts, se sont lancées dans la démarche Centre-Ville de demain, une dizaine de villes dès 2016 pour qui il y avait déjà un programme dans lequel on peut lire quelques préfigurations de ce qui se fait aujourd'hui. Des réseaux aussi qui se sont constitués, notamment un réseau commerce, ville et territoire à l'initiative de l'État, et notamment une initiative conjointe des ministères de la cohésion des territoires et du développement économique. Et là encore, même au niveau de l'État, c'est bien quand il y a des actions croisées effectivement entre les différents ministères concernés. Les élus locaux aussi, à travers des réseaux comme Centre-Ville en Mouvement, ont engagé des démarches pour réfléchir ensemble aux meilleurs moyens d'assurer cette revitalisation des centres. Et puis ça s'est traduit aussi dans des réseaux professionnels, et notamment le club des managers de centre-ville, qui s'est beaucoup plus structuré, ce qui n'est pas par hasard non plus, parce que ça répond à une évolution de ces métiers qui existent dans certains cas depuis longtemps, mais qui étaient longtemps des spécialistes du commerce, et plutôt du commerce à l'échelle micro, de l'appui à un projet commercial d'un commerçant à titre individuel, et où là maintenant on a des vraies démarches collectives d'animation globale du centre-ville. Et le terme de manager ou d'animateur de centre-ville n'est pas anodin. C'est bien que même si on peut se fixer un but ultime qui est le commerce, ça passe par des tas d'atouts et des tas d'initiatives thématiques. Et ça s'est accompagné en même temps plutôt d'une évolution de la compétence territoriale de ces managers, qui ne sont plus seulement concentrés sur le centre-ville, mais qui ont souvent une action aussi à l'échelle de toute une intercommunalité, d'autant qu'il y a maintenant des intercommunalités qui regroupent plusieurs centralités, une centralité de ville moyenne, mais souvent aussi des bourgs-centres relais quand on a des territoires intercommunaux relativement larges. Et donc on en arrive assez naturellement à ce programme Action Cœur de Ville, d'autant que l'État de son côté avait mené dès 2014 une initiative de programme expérimental de revitalisation des centres-bourgs, qui en l'occurrence s'adressait plutôt à une strate de communes de 1500 à 10 000 habitants, mais dont les problématiques et l'esprit d'un projet global étaient très similaires à ce qui se fait aujourd'hui sur les centres-villes.
Peut-être une question d'ailleurs qui va revenir peut-être à moyen long avec, terme. effectivement une échelle de petite ville qui reste à traiter sans doute aujourd'hui, mais des choses en cours de réflexion pour sans doute des annonces imminentes dans ce domaine. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces prémices. Quelques mots en complément pour dire comment au CEREMA, mais c'est le cas aussi chez beaucoup de partenaires, on voit une action de revitalisation efficace et les conditions de réussite de cette action. Pour ce qui est du cadre de cette action, là encore c'est très classique, mais il ne faut jamais oublier de s'appuyer sur un diagnostic un peu solide, surtout pas pour le plaisir de compiler des chiffres, des statistiques et d'avoir un regard uniquement rétrospectif. Mais partager les enjeux, les constats, c'est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel que ça permet aussi de dresser un état zéro de la situation qui va permettre ultérieurement d'évaluer un peu l'efficacité de ce qu'on fait, éventuellement de l'ajuster. Donc c'est bien un diagnostic vraiment étayé sur quelques critères clés, pas une marée de données, mais quelques critères clés, des critères quantitatifs et qualitatifs, et qui soient aussi un peu prospectifs, c'est-à-dire qui servent à se fixer des objectifs. Ces objectifs, on les intègre dans une stratégie qui doit être absolument globale, c'est-à-dire qu'elle doit intégrer toutes les thématiques, elle doit être concrète, il ne s'agit pas de se fixer des choses trop théoriques, mais vraiment qu'il y ait derrière un plan d'action un peu détaillé, et elle doit être itérative, c'est-à-dire qu'on avance et on essaye d'évaluer au fur et à mesure pour pouvoir ajuster ce qu'on fait en temps réel ou quasiment. Et bien sûr, elle se fait avec une association et une concertation maximale avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on a vraiment, compte tenu de la lourdeur des enjeux, besoin de tout le monde. C'est un des cadres, et ça vient d'être expliqué aussi par Arthur Courty de ce projet Action Cœur de Ville, de pouvoir rassembler tous les acteurs, qu'ils soient signataires de conventions, partenaires plus ponctuels, mais qu'ils apportent de la matière grise, des capacités d'animation, des financements. On a vraiment besoin de les mobiliser et de mobiliser la population, parce qu'il faut aussi convaincre qu'une population qui a eu une tendance naturelle à quitter les centres-villes parce qu'il y a l'aspiration à la maison individuelle, des contraintes parfois liées à l'usage de l'automobile ou à l'accessibilité aux immeubles ou ainsi de suite. Et donc, il faut convaincre de tout l'intérêt, de toute l'attractivité de ces centres, et l'action sur la population est essentielle. Et toute cette action, elle doit être pilotée, elle doit être coordonnée de deux manières. Un pilotage politique, c'est essentiel, avec un responsable au niveau de la ville ou au niveau de l'intercommunalité. Il peut y en avoir deux, mais dans ce cas-là, c'est essentiel qu'il n'y ait aucune interférence néfaste entre les deux, qu'il y ait une coordination totale, puisqu'on a besoin de ça pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir représenter aussi la ville. Et puis une coordination technique, si l'État, dans les programmes qu'il a lancés, aussi bien pour les bourgs-centres que actuellement sur les cœurs de ville, insiste sur le recrutement ou au moins la désignation d'un chef de projet ou d'un directeur de projet, et apporte ou fait apporter par les partenaires des financements pour ça. C'est bien parce qu'on sait que ça réclame une préoccupation constante, quotidienne, pour à la fois tout coordonner, pour mobiliser l'ensemble des partenaires, aller les contacter individuellement, pour être aussi la personne qu'on appelle quand on veut apporter une offre de service ou demander une précision ou travailler sur son projet. Et donc, ce pilotage est absolument essentiel. Les modalités d'une action, pour nous, c'est forcément une action globale. Et globale, ça veut dire qu'il faut agir tous azimuts. C'est sur toutes les thématiques, et toutes les thématiques en les croisant les unes avec les autres. En quoi ce qu'on fait sur la mobilité interfère sur la fréquentation d'un équipement culturel et inversement, sur l'emploi, évidemment, sur toutes les échelles de temps. Il faut penser à comment on anime les vitrines pour la quinzaine de Noël qui s'approche, de même qu'on fait des documents d'urbanisme à 10 ans qui vont permettre que cette revitalisation soit suivie des faits dans le temps et soit confortée par les réglementations de l'urbanisation. C'est à toutes les échelles territoriales. Il faut aussi bien traiter un pas de porte qu'un immeuble, et on a souvent besoin, parce que c'est une des causes aussi des problèmes des centres-villes, d'agir sur le parcellaire, parfois un peu trop morcelé, un peu trop étroit, un peu trop... Donc, parfois, on agit à l'échelle d'un îlot. C'est le centre-ville, c'est le reste de la ville, et parfois avec des réductions du périmètre commerçant, parce qu'il y a manifestement des rues qui n'ont plus vocation à être des rues commerçantes et qu'il faut pouvoir traiter. Et puis, bien sûr, une action à l'échelle du bassin intercommunal, voire au-delà, parce que
il y a une question de zone de chalandise à traiter et de répartition globale du commerce sur un territoire. Et puis c'est bien sûr avec tous les outils et tous les financements possibles, on a vraiment besoin de mobiliser toutes les ressources et donc d'associer le plus possible ces partenaires, ce qui suppose effectivement 2 conditions de réussite, 2 atouts supplémentaires. C'est effectivement cette sensibilisation, cette concertation, cette mobilisation, en se disant bien que ça n'est jamais gagné. On a parfois des apparences d'une réussite parce qu'il y a des signaux qui sont donnés, et puis on se rend compte que si on ne maintient pas l'effort, des tendances naturelles reprennent le dessus. Donc il faut toujours surveiller et maintenir cette mobilisation, et c'est pour ça que les chefs de projet ou les directeurs de projet dont le financement public est parfois temporaire, il faut que les villes, les collectivités trouvent à maintenir leur fonction, le financement de leur poste, sans quoi la dynamique retombe vite. On a maintenant un peu de recul sur l'action boursante pour pouvoir le dire, par exemple. Et puis l'autre chose, c'est une recherche constante d'innovation. Parce que non seulement l'innovation, c'est vrai dans le numérique, mais c'est vrai aussi dans la participation citoyenne, dans les solutions qui sont trouvées, dans les montages qui sont trouvés. C'est une source d'efficacité incontestable. Et puis c'est aussi le signe que quelque chose se passe. Donc c'est le moyen de faire ressortir une image dynamique et donc attractive du centre-ville pour ses habitants, pour ses commerçants, pour les investisseurs potentiels, puisque un des enjeux, et on y reviendra sans doute à travers l'opération Réinventons Cœur de Ville, c'est aussi de trouver des personnes, des porteurs de projets privés qui viennent réinvestir dans des logements, dans des surfaces commerciales, dans le centre. Et ceux-là, ils font leur choix. Et là où ils sentent une vraie dynamique, une vraie capacité d'innovation et de mobilisation de la ville et de l'Interco et des autres partenaires locaux, ils seront plus enclins à venir. Donc tout ça, ça nous paraît absolument essentiel à mettre en œuvre. Alors passons au déploiement opérationnel. On est 1 an après le lancement de ce programme. On va aborder vraiment, je me tourne vers vous, Monsieur Courty, sur le début de cette phase opérationnelle. Et puis ensuite, on passera assez rapidement. On a énormément de questions. Donc on va tenter d'y répondre d'ici un petit quart d'heure. J'essaie de faire court si j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci, je vais réduire un petit peu du coup mon temps de parole sans enlever l'essentiel. Alors, 1 an après le programme, il faut savoir que les 222 conventions cadres ont été signées. Ça veut dire que toutes les villes lauréates du programme Action Cœur de Ville ont signé leur convention et certaines terminent leur phase d'initialisation, d'autres débutent leur phase de déploiement de projet. Donc ça, c'est une vraie satisfaction et nous, on est là pour accompagner ces collectivités-là dans le passage et la montée en puissance du programme sur leur territoire pour que les financements soient débloqués, pour que les projets puissent commencer à être financés et donc monter. Et comment est-ce que nous, on peut faire pour accompagner justement ces collectivités dans cette montée en puissance locale du programme? Comme je vous l'ai dit, c'est un programme décentralisé et déconcentré, donc on n'a pas et heureusement, vraiment on insiste là-dessus, on n'a pas de regard d'opportunité là-dessus. Mais en revanche, on essaye d'enrichir le programme au quotidien en faisant des nouveaux partenariats et en lançant des nouvelles démarches utiles aux collectivités. Là, par exemple, les 2 derniers partenariats en date, et je ne parle pas de celui avec le CEREMA qui est beaucoup plus ancien et déjà établi, concernent le CNAM et la CIAJ. Alors, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, a lancé une démarche qui s'appelle Au cœur des territoires, qui vise à l'ouverture de centres de formation supérieure à vocation professionnelle dans des villes moyennes. Et nous avons conventionné avec le CNAM dans le cadre d'un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qu'on vient de lancer à destination des 222 villes. Et dans cette convention, il est dit que 75 centres CNAM au cœur des territoires seront ouverts dans les villes moyennes. Et ça, c'est un partenariat qui nous tient à cœur, qui est très important, parce que l'enseignement supérieur, c'est quelque chose d'important, qui plus est quand il a vocation professionnelle, donc à faire un matching entre d'un côté les besoins de formation des territoires et de l'autre côté les besoins réels, et de l'autre côté les formations réelles dispensées par ce dernier. Donc on sait que ce n'est pas toujours évident de faire coïncider les deux. Et grâce à cette initiative du CNAM et l'AMI que nous venons de lancer, on espère que les territoires s'en saisissent pour qu'il y ait une offre de formation adaptée aux besoins et à la demande économique. Et le deuxième partenariat, donc c'est la CIAJ, qui s'engage à garantir les crédits des porteurs de projets, des porteurs de projets, artisans et commerçants dans les villes, Action Cœur de Ville, dans le cadre du périmètre ERT, que je reviendrai dessus plus tard.
Donc, c'est un partenariat qui est très fort parce qu'on a conscience de la difficulté d'accès au crédit des petits porteurs de projets, de ceux qui vont aller ouvrir leur commerce en centre-ville. Parce que c'est vrai, quand on arrive dans une banque et qu'on dit j'ai envie d'ouvrir un projet, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie, j'ai envie d'ouvrir un centre d'artisanat, je ne sais pas, dans une ville moyenne qui n'est pas forcément toujours perçue comme étant dynamique alors qu'elle peut l'être, c'est pas évident et parfois c'est un élément bloquant. Et donc, grâce à ce partenariat avec la CIAJ qui garantit l'accès au crédit de ces porteurs de projets, eh bien, nous espérons inciter davantage l'initiative privée dans le cœur de ville et contribuer un petit peu à l'effet levier du programme, parce que l'idée dans cette phase opérationnelle qui s'ouvre, c'est de développer cet effet levier. Certes, il y a 5 milliards d'investissements publics qui sont mis sur la table, mais il y a aussi des initiatives privées qui doivent être portées, du co-investissement avec des acteurs privés et réinventons le cœur de ville, on reviendra là-dessus. Donc vraiment créer un effet de levier, un intérêt de l'ensemble des acteurs autour des villes moyennes pour que une fois que le programme soit lancé et que cette problématique soit ancrée dans les têtes, eh bien tout roule tout seul, quoi. Et le dernier volet de cette phase opérationnelle et qui prouve bien qu'on a franchi une dimension dans le programme, c'est l'arrivée de dispositifs légaux à destination des villes Action Cœur de Ville. Le principal dispositif, c'est l'ORT, l'opération de revitalisation des territoires, qui va sanctuariser un périmètre au cœur de ville, périmètre défini dans des modalités, je vais aller vite, donc je ne reviens pas là-dessus. Et dans le cadre de ce périmètre, il y aura des moyens légaux à disposition des maires et des préfets pour agir sur le développement de ces villes-là. Et pour faire écho à ce que Patrice Morandas disait il y a quelques instants, par exemple, il y aura la suspension possible de projets commerciaux périphériques s'ils rentrent au conflit avec le cœur de ville, si périmètre ERT il y a. Donc, grâce au périmètre ERT, il y aura en quelque sorte une suspension possible des projets d'entrée de ville, alors qu'avant, le maire ne pouvait pas faire ça parce que ce n'est pas lui qui délivrait les permis de construire pour les centres commerciaux d'entrée de ville. Et donc, je vais terminer peut-être le déploiement de cette phase opérationnelle par une démarche Réinventons le cœur de ville, très, très brièvement. Donc, Réinventons le cœur de ville, c'est un peu révélateur de ce qu'on essaye de faire pour faire vivre le programme au quotidien. Donc, c'est 112 villes, enfin, on a lancé un appel à candidature à destination de 222 villes pour qu'elles choisissent un site emblématique dans leur cœur de ville qui était en état de ruine ou d'abandon et qu'elles essayent de faire quelque chose d'innovant. Vraiment, un usage innovant, pas forcément que de l'habitat, faire de la mixité de programmation, faire des choses nouvelles. Et pour ça, 112 villes ont candidaté, donc c'est plus de la moitié des villes Action Cœur de Ville, avec des projets très innovants, très intéressants, qui se structuraient parfois autour d'anciens hôpitaux, de sites patrimoniaux remarquables, de friches industrielles. Et l'idée, c'est qu'on les accompagne pour qu'elles constituent un appel à projet local un peu intéressant, économiquement viable, qui attire les investisseurs privés pour qu'elles puissent ainsi, mixer à l'investissement public et à l'investissement privé. Et je terminerai là-dessus. Donc, il y a eu 55 villes lauréates, 57 villes retenues qui ont vocation à lancer leur appel à projet une fois qu'elles gagneront en maturité dans leur définition de projet. Eh bien, je termine juste en disant que le 24 juin, lors des assises du logement, les premiers appels à projets vont être lancés. C'est au CESE, lors des assises du logement organisées par le groupe Bâti Actu, et ça va être l'occasion de lancer les premiers appels à projets des collectivités déjà prêtes. C'est imminent. C'est imminent. Et enfin, pour terminer très brièvement, 3 petits exemples d'Action Cœur de Ville. Alors, je vais peut-être juste me concentrer sur Montluçon. Vous pouvez lire Angoulême et Gap si vous le souhaitez. Donc, par exemple, la ville de Montluçon a souhaité mettre en place un périmètre de site patrimonial remarquable pour protéger et valoriser son centre historique. Et ça, c'est un financement de l'État DRAC à hauteur de 70 000 euros, permis en grande partie, en tout cas par le programme Action Cœur de Ville. Donc, je trouve que c'est assez révélateur de ce que c'est Action Cœur de Ville, tout comme d'ailleurs Angoulême, où Action Logement a financé à hauteur de 820 000 euros dans des financements vraiment Action Cœur de Ville, la rénovation de 19 logements dans une ancienne résidence abandonnée. La petite photo que vous voyez à droite, c'était l'ancienne clinique Sainte-Marthe, et maintenant ça va être un magnifique bâtiment d'habitat financé par Action Cœur de Ville. Donc c'est un exemple concret qui à mon avis exprime bien la philosophie du programme.
Merci, Monsieur Courty. Patrice Moranda, je me retourne à nouveau vers vous sur l'action du CEREMA, l'engagement du CEREMA, qui est un acteur, un partenaire, un partie prenante du programme Action Cœur de Ville. Le CEREMA, en tant qu'établissement de l'État au service des territoires, a une double vocation qu'on retrouve complètement dans ce plan Action Cœur de Ville, c'est-à-dire de contributeur aux politiques publiques, mais aussi de porteurs d'une offre de services en direction des collectivités. Donc, nous contribuons à l'animation globale du projet aux côtés du CGET, des pilotes et partenaires, à travers la contribution aux groupes thématiques qui se réunissent, à la lettre d'information au site internet qui sera prochainement ouvert sous une autre forme, et en faisant le lien avec notre site sur les outils de l'aménagement que nous développons par ailleurs, que nous allons encore développer cette année. Et puis, il y a des actions aussi de formation, d'évaluation. Et puis, dans le programme Réinventons nos cœurs de ville, puisque nous avons contribué à l'analyse des dossiers. Mais nous avons aussi une offre en direct auprès des collectivités, une mission de soutien auprès d'eux qui s'est traduite alors parfois par des signatures directes des conventions dont Arthur Courty parlait, une des premières par exemple à Dieppe en juillet 2018 dont le CEREMA était signataire, mais ça s'est traduit par du conseil en amont de quelques journées hors toute relation financière, qui était plutôt de la mise à disposition pour aider à lancer le programme. Et puis parfois quand ce sont des missions plus développées, ça peut donner lieu à une convention d'études avec la ville, dans les conditions du marché, je dirais. Dans le cadre, par exemple, de l'appel à projet Réinventons nos cœurs de ville, parmi les 55 lauréats, ce qui est un chiffre très supérieur, effectivement, comme ça a été dit, à ce à quoi nous nous attendions. Donc, le CEREMA s'est engagé à en accompagner 15 très directement pour toute la phase de préparation de l'appel à projet, élaboration du cahier des charges, analyse des candidatures, voire jury. Et puis, si ensuite elle souhaite s'attacher nos services pour les accompagner dans le travail en atelier avec les 3 équipes retenues, ben, on pourra l'envisager éventuellement sous d'autres formes. Et puis, nous, outre des prestations directes, parce que des villes nous ont sollicité dans ce sens, nous avons aussi répondu à un certain nombre d'appels d'offres au sein de groupements que nous ne coordonnons pas, ce qui a donné lieu d'ores et déjà à des missions d'expertise thématiques sur la transition écologique et énergétique, sur la ville intelligente et aussi sur la mobilité. Par exemple, le CEREMA vient de rendre, dans le cadre d'un appel à projet d'expertise flash d'appel d'offres de la Banque des Territoires, une mission à Saverne, dans le Bas-Rhin, sur un projet de navette de transport public qui desservirait les principaux pôles de services d'emploi de la commune. C'est un des exemples de choses qui peuvent être réalisées dans le cadre de ce programme. Voilà, je m'en tiens là pour laisser place aux questions. Très bien. Passons en effet à notre séance de questions-réponses. Nous avons énormément de questions sur le sujet. Ouais, c'est un sujet qui suscite des questions. Alors, souvent des questions à la fois de cadrage et souvent des questions finalement très opérationnelles. Alors, je vous demanderai des réponses assez vives, assez courtes pour essayer d'en traiter un maximum, dans la mesure du possible, évidemment. Alors, en premier, peut-être je me tourne vers vous, Monsieur Courty, c'est des questions qui sont liées au comité de pilotage, des questions qui ont trait à leurs participants, des questions qui par exemple, pourquoi les associations, les conseils de quartier, qui parfois, ou les conseils citoyens, sont partie prenante des comités dans les programmes ANRU, par exemple, mais ils ne font pas partie des comités pilotage programme Cœur de Ville. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un programme déconcentré, décentralisé, avec une importance prépondérante laissée aux élus et aux maires dans la détermination des partenaires du programme. Donc, moi, je ne peux pas vous dire une composition type de comité de projet. En revanche, et ça a été rappelé tout à l'heure, l'importance des citoyens, de la construction citoyenne dans la définition des projets portés par les collectivités est centrale et on accorde une vraie importance. Je sais que certaines collectivités, par exemple, ont co-rédigé leurs conventions avec les citoyens suite à des appels, suite à une concertation citoyenne, par exemple. Et pour le coup, ces comités de pilotage locaux, ils ont vocation à valider les projets, mais ces projets,
ils émanent de tout le monde. Ils peuvent émaner d'un conseil de quartier, ils peuvent émaner d'un citoyen, ils peuvent émaner des services techniques, du maire. Et une fois que ces projets sont intégrés dans la convention, en tout cas attirent l'attention de la municipalité, là, effectivement, ils peuvent être intégrés dans la convention. Et je me répète, mais des collectivités ont effectivement déjà mis en place des démarches de concertation citoyenne qui ont débouché à l'inscription à la convention de projets cœur de ville. Très bien, merci, merci pour cette réponse tout à fait claire. Autre question sans plus attendre, à nouveau Monsieur Courty, dans quels documents sont contractualisés les engagements financiers de chaque intervenant et qui en assurera le suivi? Alors, les conventions cadres elles vont fixer des engagements financiers dans la mesure où chaque projet est chiffré. C'est-à-dire que quand on ajoute un projet à une convention cadre, on ajoute le projet, un descriptif de ce projet-là et un chiffrage de ce projet. Le chiffrage de ce projet est global. Ensuite, lors des comités régionaux d'engagement qui vont décider effectivement du fléchage de l'argent, chaque partenaire va voir les moyens qu'il peut mettre dans ces financements-là. Par exemple, de manière très simple, Action Logement A ne peut pas, sauf erreur de ma part, financer plus de 50% d'une opération. Donc, ils ne financeront jamais plus de 50% d'une opération, ce qui fait que le montant inscrit dans la convention ne reflète pas forcément l'engagement financier des partenaires. Pour ce faire, en revanche, nous, derrière, chaque partenaire s'engage financièrement et contractualise dans le cadre du droit commun avec les collectivités. Et les collectivités connaissent en fait les leviers de financement, Action Logement, ANAC et ZDEPO. Donc, ils les contractualisent de manière de droit commun. Et le suivi, il est assuré derrière. Il y a un double suivi qui est assuré. À la fois, les partenaires disposent de leurs propres outils de reporting. Et nous, on dispose aussi de nos outils de reporting pour voir si l'argent promis est effectivement débloqué. Et ce reporting et ce suivi opérationnel, il est suivi à l'échelle ministérielle, à l'échelle Premier ministre et à l'échelle de l'Élysée pour être vraiment sûr que l'argent promis est débloqué. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une politique publique où on promet de l'argent et on ne débloque pas cet argent. Je pense que c'est la pire des situations et on en a conscience et on travaille vraiment avec les partenaires et en très bon terme avec eux sur le bon déblocage et le déblocage effectif de l'argent. Je me tourne vers vous, Monsieur Moranda, sur une question liée au conventionnement, particulièrement avec le CRMA. Si vous pouvez nous en dire plus, comment se passe ce conventionnement et en prolongement, est-ce qu'il peut y avoir des projets de CRMA sur plusieurs territoires? Alors, dans les modes d'action habituels du CRMA, il y a effectivement parfois des actions individualisées au profit d'une collectivité. Et puis, nous assurons aussi beaucoup de missions qu'on pourrait qualifier d'animation collective. On a l'habitude de le faire parfois dans le cadre d'actions avec l'État, parce que pour des nouveaux textes, on recherche des collectivités prêtes à expérimenter, on les accompagne, on en tire des enseignements, des recueils de bonnes pratiques, et puis on le fait aussi à notre propre initiative, en concertation avec des collectivités. Nous avons donc des actions de partenariat, d'innovation. L'une d'elles sera prochainement lancée en matière de mobilité, par exemple, en recherchant des villes qui, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, sont prêtes à travailler avec nous, à partager aussi leurs expériences et puis à avoir un certain nombre de conseils d'animation de travail en commun pour qu'on puisse en tirer une expérience qui profite à tous, puisque c'est une de nos missions aussi de diffuser ces bonnes pratiques. Donc ça, c'est l'objet de formes d'animation collective qui se contractualisent elles aussi, et c'est plutôt des choses gagnant-gagnant, hein, où les villes apportent une part de l'expérience, nous apportons du temps de travail et du savoir-faire CRMA, une capacité de capitalisation et de diffusion. Et puis, il y a effectivement des conventionnements, on va dire, individualisés. Et là, dans ce cas-là, c'est en général, sauf action spécifiquement innovante, dans le cadre du Code de la commande publique. C'est-à-dire que le CRMA n'est absolument pas là pour se porter en concurrent déloyal vis-à-vis des prestataires privés. Donc, dans ce cas-là, tout dépend des seuils de consultation, de la façon dont la ville souhaite procéder. Et dans ce cas-là, il y a une convention financière, soit après appel d'offres, consultation, soit pour des missions très
très ponctuelle, très légère, après une consultation simplifiée ou adaptée, voilà. Mais, et avec donc une vérité des prix complète et un suivi qui se fait comme il se fait avec n'importe quel prestataire. Autre question plus large que le partenaire, que l'action en elle-même seulement du CEREMA, mais est-ce qu'on peut avoir deux chefs de projet Action Cœur de Ville, par exemple un programme porté avec une SEM et l'autre par la collectivité, et prolongement de cette question, en cas de défaillance de pilotage, en l'absence de coordination entre les chefs de projet par exemple, peut-on revoir les conditions de pilotage après la signature de la convention? Alors, je laisserai Courtier répondre sur la partie un peu plus formelle. Nous, en termes d'efficacité pratique, même quand une ville a l'habitude de confier la mise en œuvre de ses projets à, par exemple, des sociétés publiques locales, des SEM, etc., il nous semble quand même que le pilotage du projet global revitalisation cœur de ville doit quand même plutôt se situer en interne à la collectivité. C'est d'ailleurs souvent une condition du financement, quel que soit celui qui l'apporte. Et donc, qui est un chef de projet pour une opération menée par un opérateur dédié, oui. En revanche, le pilotage global, ça nous paraît relever quand même de la collectivité. Ça peut être ville, EPCI ou un poste commun entre les deux, mais quand même, il faut que le lien avec les élus soit direct et avec les partenaires publics également. Là-dessus, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Alors, nous, on n'est pas là pour, encore une fois, pour juger de l'opportunité. Et chaque ville met en place la gouvernance qu'elle souhaite. Et donc, elle en est responsable et nous, on ne se souvienne pas de ça. En revanche, qu'il y ait des chefs de projet, effectivement, dans des SEM, porteuses de projets Action Cœur de Ville, sur une opération en particulier, ça me semble tout à fait légitime et normal. En revanche, différencions bien chef de projet et directeur de projet. Donc, des chefs de projet Cœur de Ville sur des opérations spécifiques peuvent être portés par une SEM, par la collectivité ou même par n'importe quel organisme qu'on peut imaginer. En revanche, le directeur de projet Cœur de Ville, tel que nous, en tout cas, dans notre exception et tel que nous on le conçoit, et qui sert pour nous de suivi, parce qu'on a un tableau de suivi des différents directeurs de projet, c'est quelqu'un qui est dans la collectivité plutôt. On recommande fortement quand même que cette personne soit dans la collectivité. Et dans l'idéal, bien entendu, que ce soit une embauche avec un directeur de projet dédié à Action Cœur de Ville. D'ailleurs, l'ANA finance 50% du poste, et ça c'est quelque chose d'assez important à souligner. Donc 50% du poste est pris en charge par l'ANA. Et vraiment, on recommande effectivement que le directeur de projet soit dédié à Cœur de Ville parce que c'est un projet du quotidien. Mais en revanche, si la collectivité ne souhaite pas le faire, c'est son droit, on demande quand même à la collectivité de flécher quelqu'un en interne de la mairie, alors le DGS, le DGA, souvent le chargé d'urbanisme, vers Action Cœur de Ville pour qu'on puisse avoir un interlocuteur local. Et aussi les préfectures qu'elles puissent avoir un interlocuteur local. Et là-dessus, je terminerai juste en disant que effectivement, ça nous semble quand même préférable d'avoir un directeur de projet propre, dédié et installé dans la collectivité pour mener à bien Action Cœur de Ville, qui n'est pas, et je le rappelle, on parlait de SEM tout à l'heure, qui n'est pas juste une boîte à financement pour projet immobilier. C'est aussi quelque chose qui doit toucher l'ensemble de la fabrique urbaine, de la fabrique de la ville, et d'où l'intérêt, je pense, d'avoir un généraliste à ce poste-là. Absolument. Nous allons prendre encore une ou deux questions et puis nous arriverons au terme de cette conférence. Nous avons énormément de questions. Très simplement, existe-t-il un annuaire des territoires, voire des référents Action Cœur de Ville? Existe-t-il cet annuaire? Alors, nous ne souhaitons pas diffuser les annuaires, enfin les différentes coordonnées des directeurs de projet Cœur de Ville. Nous interagissons. Il y a deux types de contacts en fait. Le contact déconcentré, donc je pense que le public expert comprendra, c'est le contact au niveau des préfectures, et le contact décentralisé à l'échelle des collectivités, donc les directeurs de projet. Nous ne souhaitons pas diffuser les directeurs de projet leurs coordonnées dans la mesure où ce n'est pas de notre ressort. En revanche, il est tout à fait possible d'aller contacter une collectivité en particulier si vous souhaitez monter un projet ou
proposer quelque chose, ou tout simplement échanger avec elle, si vous êtes un commerçant, porteur de projets futurs, et de demander le contact du directeur de projet Action Cœur de Ville pour s'entretenir avec lui. Et si vous n'y arrivez pas, en revanche, là, nous, à la coordination nationale, on est tout à fait susceptible de vous aiguiller un petit peu et de vous accompagner dans le contact du directeur de projet, mais ciblé, pas un annuaire public généraliste. Oui, les villes ont pas mal d'occasions de se rencontrer entre elles pour échanger. Et puis par ailleurs, elles ont un référent départemental en préfecture ou en direction départementale du territoire qui est leur intermédiaire pour pas mal de contacts. Donc pour elles, la question se résout assez facilement, en plus de leur réseau habituel à travers Ville-de-France ou autre. Dernière question avant de terminer. J'ai une question un peu prospective, puisque nous rentrons en période électorale très bientôt. Est-ce que la mise en œuvre de la campagne, la mise en place du scrutin, la mobilisation des acteurs locaux, cela va-t-il perturber ou cela va-t-il retarder la mise en place des programmes, des actions cœur de ville, selon vous? Par expérience, on sait que ça n'est jamais sans incidence, une échéance électorale, pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord toujours un cycle qui fait qu'en fin de mandat, on arrive à la mise en œuvre d'actions qui ont été conçues au début et on est là-dedans. Et le plan Action Cœur de Ville est arrivé à ce stade-là et a permis d'intégrer, de mieux financer des projets qui parfois étaient déjà un peu dans les cartons. Et puis il a fallu refaire effectivement un peu de prospective sur la revitalisation. Et cette prospective porte sur des échéances qui sont au-delà des municipales de 2020. On sait que de décembre 2019 à mai 2020, compte tenu de la réinstallation des EPCI, les élus auront d'autres préoccupations. Pour autant, il y a une continuité de l'action publique. Les services sont là, des conventions sont signées avec des actions qui démarrent. Donc, ce qui est lancé devrait poursuivre son cours. Après, bien évidemment, il y a aussi, à l'occasion des élections, parfois des alternances qui peuvent remettre en cause une partie du programme. Et dans ce cas-là, il faudra aviser. Le système des conventions cadres qui ont été toutes signées prévoyait des avenants, en tout cas jusqu'au printemps 2020. Sans doute que si des villes, des nouvelles équipes qui s'installeraient souhaitent procéder à des avenants, ça sera examiné et à ce moment-là, les partenaires verront si c'est compatible avec les engagements, le programme, la durée. Bon, mais c'est quelque chose qu'on connaît à travers des tas de formules. Il y avait des contrats territoriaux des régions, il y a des procédures européennes. On sait que les politiques contractuelles sont soumises à ces échéances, mais que globalement, il y a une continuité de l'action publique. Si je peux me permettre là-dessus, nous, on a conscience effectivement de ces échéances électorales qui sont naturelles dans la vie démocratique de notre pays. D'expérience, et je rejoins ce qui a été dit, on sait qu'il y a un ralentissement des projets portés, de l'émergence de nouveaux projets, mais c'est quelque chose que nous, on a intégré ces derniers mois dans notre travail du quotidien, en incitant d'accélérer en fait le lancement des projets qui sont souvent des projets au long cours en fait et qui se mettent pas en place en 6 mois. Donc finalement des projets qui sont lancés aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on incite les collectivités avant de rentrer dans cette phase politique, de lancer un maximum de projets, débloquer les financements et ensuite les projets continueront à se porter, à s'autoporter pendant la période électorale et on incite plutôt les collectivités à faire ça. De plus, nous, les conventions qui nous lient aux partenaires financeurs ont bloqué les montants et ont sanctuarisé les montants. Et période électorale ou pas période électorale, ils seront toujours disponibles et toujours mobilisables. Et après les périodes électorales, s'il faut mettre un coup de boost pour rattraper les 6 mois passés, on le fera, il n'y a aucun souci. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est tout à fait intégré dans la réflexion et dans la construction même du programme. Merci pour vos réponses. Alors, on voit, c'est un sujet à la fois passionnant qui suscite très nombreuses réactions et qui suscite des attentes véritablement. Je pense que c'est vraiment un sujet très important pour même l'ensemble des citoyens sur les années à venir. Bon, malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette séance de questions-réponses. Vous étiez très nombreux à nous poser des questions. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, vous pouvez retrouver sur vk.fr l'ensemble de nos solutions de décryptage juridique et d'accompagnement opérationnel au travers de nos services, en particulier
notre collection aménagement des territoires, ainsi que notre service d'accompagnement juridique par téléphone VK Ligne Expert. Prochain rendez-vous Média VK, mercredi 5 juin. Vous retrouverez Hugues Périnel pour une nouvelle webconférence dédiée cette fois-ci aux fake news et aux propos diffamatoires sur les réseaux sociaux. Sujet brûlant, autre sujet, mais notamment dans la perspective des élections municipales de 2020 qui approchent. Hugues Périnel sera en compagnie de Maître Philippe Bluteau, avocat associé au cabinet Oppidum Avocat, et de Mathieu Ponce, directeur délégué au sein de DATAC, agence spécialisée dans l'agrégation et l'activation de communautés en ligne. Dites-nous dès à présent sur notre question sondage si vous souhaitez assister à cette webconférence. Je vous invite d'ores et déjà à vous y inscrire. Merci infiniment à nos deux intervenants, Arthur Courty du CGET, Patrice Morandas du CEREMA. Merci au CGET, évidemment. Merci à notre partenaire, le CEREMA, sur cet événement. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt pour un prochain rendez-vous d'actualité. Excellente journée au nom de toute l'équipe VK. À bientôt.